Très heureux de vous retrouver. Encore une fois, je le répète. Je ne sais pas si on attend quelques minutes de plus pour les arrivants. De toute façon, il y a un replay, donc non, pas très grave. Alors, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Quels sont les grands topics? Je pense qu'on va parler de cette histoire de provision sur Starknet et le Stark Token, si vous le voulez bien. Il y a une émission qui sera d'ailleurs dédiée à cet événement-là et au lancement du Stark mardi à 18h heure française, si je ne vous dis pas de bêtises. Ce sera annoncé de toute façon demain sur les réseaux sociaux avec tous les détails que je n'ai pas pour le moment. Donc je vous invite aussi à bookmarker ça ou à checker le replay si jamais vous voulez en savoir plus sur les prochaines étapes de développement de Starknet et aussi avoir un retour, un peu de perspective sur les choses qui ont été un peu bancales, avoir des réponses de la part de la team sur certains éléments, les modalités de l'airdrop. Mais si vous voulez, on peut en parler très brièvement ici. Donc si vous ne savez pas ce que Starknet est, en l'occurrence, c'est une solution pour permettre à Ethereum de supporter plus de transactions, ce qu'on appelle une seconde couche, un layer 2. Et c'est un layer 2 qui utilise une machine virtuelle nouvelle qui s'appelle la Cairo VM, et donc il y a un langage de programmation qui est spécifique, à la différence des autres L2 que vous avez comme Optimism et Arbitrum, qui permettent aux gens de déployer leur code en Solidity, à l'image de ce que l'on peut faire sur Ethereum L1. Et donc ce fameux layer 2 a annoncé, il y a un peu moins d'une semaine, les critères d'éligibilité précis à son airdrop et bien entendu a permis à tout le monde de savoir s'ils étaient éligibles à ce dernier ou non. Et bien entendu, cette annonce a été extrêmement mal reçue et a même a remis en surface certaines choses qui étaient un peu enterrées depuis un moment quant à la libération du jeton Stark, etc., auprès des insiders, etc. Et ça a créé pas mal de remous, de mouvements. Okay. Pour faire un résumé, je pense qu'il y a eu 1,3 million de personnes qui ont été éligibles à cet airdrop. Une bonne partie de ces gens-là sont des utilisateurs de la chaîne, mais aussi des développeurs et des contributeurs de la communauté qui ne sont pas techniques, mais qui lancent des initiatives pour contribuer au développement du réseau, etc. C'est très difficile de faire des airdrops. Je pense qu'il y a des choses qui font grincer des dents, comme par exemple la nécessité d'avoir un solde minimum de 0,005 Ether au moment du snapshot. Donc la capture des balances en fait des différents comptes, du solde des différents comptes qui utilisent Starknet pour déterminer l'éligibilité des gens ou non. Beaucoup de gens étaient frustrés parce que certains faisaient du bridging peut-être de façon prédatrice ou ne pensaient pas laisser des fonds sur le L2 et donc c'était très mal vu. Ou certains gardaient en fait leur argent sous forme d'USD ou d'autres collatérales qui n'étaient pas pris en compte par l'airdrop, et donc ça faisait vraiment grincer des dents. Ouais, et c'est navrant. Bon, après, ça arrive sur Starknet, mais ça arrive également sur d'autres airdrops. J'appelle ça un peu le syndrome du paraswap. Est-ce qu'il faut faire une croix sur le protocole parce que ce paramètre-là était mal défini? Je pense quand même que c'est une grossière erreur. Il y aura probablement un deuxième airdrop ou un troisième airdrop, c'est ce que l'on entend sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il faut le jouer en étant plus consciencieux sur qu'est-ce qu'on fait, comment on interagit avec la chaîne, comment on laisse du solde? Ça, c'est à vous de le voir, mais je comprends que ce soit un point très frustrant. Il y a aussi eu la question comment ça s'appelle? Ouais, la question de l'unlock. Donc, comme vous le savez, Starknet a lancé ce jeton Stark sur Ethereum Mainnet il y a près de 2 ans, si je ne me trompe pas. Et c'est ce qu'on appelle un lancement à blanc, en fait, où il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Donc, le jeton a été lancé en juillet dernier, si je ne dis pas de bêtises, ou un truc comme ça, ou même avant, mais en avril dernier. Mais il n'a jamais, il n'était pas listé. Donc, c'était un wallet qui détenait tous les jetons, il n'était pas distribué, ou un truc du genre. Ok. Mais le vesting, la libération du jeton, commence à partir de cette date-là. Ce qui fait que quelques mois après l'entrée l'arrivée du jeton sur les marchés liquides, Binance, etc., bah, les insiders, les investisseurs pourront commencer à vendre leurs jetons, une bonne partie de leurs jetons. Que penser de ça? Est-ce que cela suggère que la team a une mauvaise intention, vraiment prédatrice de dumper sur le retail après avoir construit ce protocole-là sur les 6 dernières années et n'attendait que ce moment-là pour extraire quelques centaines de millions de dollars? Je pense que c'est une conclusion un peu hâtive et mauvaise parce que d'un simple point de vue extraction de valeur, je pense pas que ce soit la meilleure approche à prendre que de concevoir en fait un unlock de cette façon-là
juste pour pouvoir dumper sur retail et passer à autre chose, quand on sait la provenance, quand on s'intéresse plutôt à la provenance et aux travaux qui ont mené au lancement de cette technologie. Après, c'est mon avis et je suis très ravi d'en débattre, hein. C'est peut-être une idée que vous ne partagez pas, mais je pense qu'il y a d'autres contraintes et d'autres problèmes qui sont rentrés en jeu. Je pense tout simplement qu'ils voulaient lancer le jeton bien avant, mais pour des raisons de timing, de maturité du réseau, parce que Starknet n'était pas prêt, et peut-être d'autres raisons légales, ils se sont retrouvés dans une situation où ils ne pouvaient pas le faire dans les délais qui s'étaient fixés. Catastrophe. Et le truc, c'est que si on veut changer l'unlock des investisseurs qu'on a levé auprès de 350 contreparties, mais il faut que tout le monde soit d'accord pour mettre à jour le SAFE ou le SAFT ou le token warrant, ce qui est un processus qui est colossal et juste très difficile à mettre en place. Et donc, ils ont dû se dire, bon, on va juste avancer avec ça, mais ça nous laisse dans une situation qui est un peu merdique. Le jeton, il va pas avoir les mêmes modalités d'unlock que les autres. Bon, très bien. Est-ce que ça change vraiment la dynamique du jeton? Est-ce que le prix va baisser plus que d'autres jetons ou pas? Je pense qu'à la fin de l'histoire, le marché va faire son travail et que l'outcome, le résultat sera le même. Et je ne pense pas que les fondateurs ou les plus gros stakeholders du protocole attendent le premier moment pour saccager les prix du jeton et lui donner la pire allure. C'est juste un concours de circonstances un peu pourri. Et à la fin de l'histoire, je pense qu'on peut être furieux contre ça. Il n'y a pas de souci. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une ICO. On n'a pas affaire à une ICO. Donc, il n'y avait pas de jetons qui a été vendu avec un lock-up à des consommateurs ordinaires pour se faire dumper à la gueule par des insiders. Ce n'était pas du tout le cas aujourd'hui. C'est juste de l'argent gratuit, des allocs qui ont été versés à plus d'1 million de personnes, qui va être en circulation, libre aux gens de la garder, de la vendre, d'en faire ce qu'ils veulent. Et on peut aussi shorter le marché. Si le cœur vous en dit, vous allez sur Aevo et vous placez un short et vous gagnez de l'argent si votre pari s'avère bon, ou vous en perdez si le token n'est pas vraiment impacté par ça. Et la tendance aujourd'hui autour des unlocks, c'est que ces derniers sont anticipés et bien pricés. Une certaine voilà, bien souvent, il ne se passe pas la chose la plus intuitive au moment d'un unlock. Donc, c'est toujours très difficile de savoir quoi faire en fait à partir de ça. Mais je pense que ça a été un peu les proportions de ce drama, de ce scandale ont été un peu tirées à l'extrême. Je crois que c'est le plus gros airdrop du monde des Layer 2 en termes de wallet qui bénéficient de l'airdrop, mais les gens qui n'ont pas pu en bénéficier ont fait preuve d'une forte activité sur les réseaux sociaux et ça s'est plus fait ressentir en fait sur Starknet. Est-ce que ça sonne le glas pour le protocole? Je pense pas. Mais à la fin de l'histoire, je pense que je pense qu'il n'y a rien de si terrible que ça. Et si les gens ne veulent pas s'exposer au Star Token pour ces raisons-là, je pense aussi que c'est très légitime. Mais la bonne chose, c'est que personne n'est obligé d'en acheter. Enfin, ça n'a aucun sens. La bonne chose, c'est que personne n'est obligé d'en acheter. Je pense vraiment, en conclusion, qu'il n'y a pas de souci d'intégrité ou que c'était pas ingénieré pour aller dumper sur le retail, la SAP, etc. C'est juste une conséquence, une suite d'événements maladroits, de communication approximative, pourrie, qui font que Starknet is the bad guy. Et on va essayer de le mettre en perspective par rapport à d'autres airdrops, d'autres acteurs, et toujours essayer de voir quels sont les points qui sont à chier sur le système. Donc bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, bien entendu, j'ai un billet sur Starknet, j'ai bénéficié de cet airdrop. Et mon entreprise travaille étroitement avec Starknet, mais je vais pas commencer à aller contre mes principes ou ce que je juge être vrai ou non euh, pour X centaines de milliers ou millions de dollars. C'est pas. Je pense vraiment que c'est juste à chier. C'est pas ouf. Ça aurait pu beaucoup mieux se passer. Mais à titre personnel, moi, ça ne me fait pas douter de l'intégrité des gens derrière le protocole et de leur bonne intention à le faire prospérer, on va dire, entre guillemets. Après, que Paradigme puisse me dumper à la gueule au bout de 2 mois, bah, aller à Yakta mais à la fin de l'histoire, est-ce que ça me préoccupe pour la price action de jetons? Je sais pas trop, parce que si on regarde Celestia, dans 9 mois, il y a 3 milliards de dollars qui s'unlock. Est-ce que je pense que ça va marquer la fin du run de Celestia et qui va retourner à 4 dollars? Je pense pas.
Idem pour le unlock de Solana ou tous les autres unlocks qui arrivent. Il y en a un pour Arbitrum de 1 milliard. C'est juste du fait, refait, refait. Ça peut avoir son impact. Est-ce que ça va nous donner un nouveau. Je pense pas. Je pense pas. Je pense même que c'est plutôt une bonne chose finalement que les unlocks se font rapidement parce que ça permet au marché de faire, de faire son œuvre en fait plus rapidement. Ceux qui veulent, je sais pas, leurs jetons pourront le faire. Ceux qui veulent en acheter le feront. Peu importe la variation qui s'en suivra, ça permettra aux gens de soit trouver leur point d'entrée ou leur point de sortie avec plus de vélocité plus rapidement. Donc bon, enfin, c'est terminé. Mais en toute sincérité, je pense que c'est à chier. Je pense que c'est pas cool. Ça aurait pu être mieux fait, mais je pense pas que ce soit un problème d'intégrité. Pas du tout. Je pense que c'est un peu la merde de lancer des jetons. Il y a plein de contraintes légales, de risques, de saloperies à prendre en compte pour bien exécuter ça. Ça a été maladroitement timé. Il y a dû y avoir quelques casseroles qui sont tombées. La vérité, de toute façon, c'est que si vous voulez faire le lancement du jeton l'année dernière, le protocole n'était pas prêt pour le faire, n'était pas stable. Et ça aurait été une catastrophe. Ils n'ont pas pu fit leur roadmap. Il y a plein de trucs qui ne sont pas arrivés à temps dans Starknet avec notamment Volition et plein d'autres trucs. Il y a tout qui est en décalé. Ça arrive, comme dans tous les protocoles. The end. Donc bon. Je suis curieux aussi d'avoir votre sentiment là-dessus. J'espère qu'un maximum d'entre vous en ont bénéficié. Et si ce n'est pas le cas, je pense tout de même qu'il ne faut pas tourner le dos à ce protocole-là pour autant. Ne pas aller build dessus, ne pas utiliser un jeu qui est cool dessus, juste par motivation purement philosophique parce qu'on n'a pas eu l'airdrop, etc. Je pense pas que ce soit la bonne approche à prendre. Mais par contre, on peut avoir des attentes quant aux prochaines provisions, prochaines distributions, et espérer que les choses soient faites avec plus de diligence. Mais là, ils ont essayé de faire de leur mieux, d'avoir des modalités nouvelles, innovantes, trouver des nouveaux paramètres pour permettre à des personnes intéressantes d'en bénéficier, de se défendre contre les Sibyls en mettant des... Il y avait trop de granularité, ça s'est mal terminé. Mais bon, voilà quoi. Toi, tu hold, tu penses que ça vaut combien Starknet par rapport à la concurrence? Je trouve qu'ils sont bien placés. Moi, il y a une plateforme que j'aime bien consulter pour me faire une petite idée de qu'est-ce qui va se passer au launch d'un jeu qui n'est pas encore officiellement sur les marchés. C'est Aevo. La liquidité n'est pas toujours au rendez-vous, mais Aevo, c'est une plateforme de produits dérivés, de perpetuals on-chain. C'est un layer 2 qui est fait par l'équipe de Ribbon Finance, si je ne me trompe pas, qui offrait des options à l'époque. Et là, je pense qu'il y a toujours une dimension d'options dans le produit qui est intégrée. Mais là, leur nouveau produit s'appelle Aevo. Et ils ont un truc qui s'appelle les pre-markets, qu'on peut aussi trouver sur KuCoin d'une autre façon. Mais ils ont un truc ici qui s'appelle les pre-markets qui vous permettent de spéculer sur des jetons qui ne sont pas encore officiellement listés. Donc, on va aller dans Trading, pardon. On va chercher dans les marchés pre-launch tokens, ce qui nous intéresse. Donc là, on a par exemple le Stark, et on voit qu'il traîne aux alentours de 1,79 $ par jeton. Pour le Dimension, je crois que c'était quelque chose de l'ordre de 5 ou 6 $, et il a finalement lancé autour de cette DV, de cette valeur par jeton. Est-ce que le Stark va lancer à 1,8 ? Ça crée une sorte d'idée de ce que la valeur du jeton devrait être. Est-ce qu'il va lancer à 2 $ ou à 1,5 ? Difficile à dire, mais moi, en me basant là-dessus, mon sentiment, c'est qu'il va faire quelque chose en termes de FDV qui va se situer qui va être aux alentours de Celestia ou d'Arbitrum. Même si Arbitrum, c'est un peu le plafond quand il s'agit de définir la valorisation d'un L2, parce que c'est le L2 avec les métriques basiques les plus séduisantes. C'est un L2 qui a aussi fait pas mal de progrès sur le plan de sa recherche, de son adoption, qui a de super protocoles qui lui sont spécifiques. OK ? Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas de fonction vraiment directe linéaire entre la TVL d'un système et le coût, la FDV. Donc, Starknet, ça tombe un peu dans la même catégorie que Celestia, à mon sens. Celestia, c'est pas quelque chose qui fait énormément de revenus par jour. C'est pas un protocole qui est économiquement viable aujourd'hui. Mais c'est le fer de lance d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle vision.
Il a été qualifié de premier réseau de blockchain modulaire à l'époque, il y a 3 ans. The First Modular Blockchain Network. Un gars génial qui s'appelle Ekram, qui a bien positionné Celestia comme voilà, leader de l'idée de la modularité, de cet écosystème. Et en fait, ce qu'on price, c'est la culture, les vibes, les memes autour de Celestia, plus que la valeur économique créée par le système ou captée par le système. Et Starknet, bah, c'est pas exactement une ZK-EVM ou une EVM L2 comme Optimism, Arbitrum, Boba Network, etc. C'est quelque chose de différent. C'est la première ZK-VM qui arrive avec un jeton en plus attaché et c'est une vision. C'est de Integrity Chain, c'est porté et développé par les inventeurs des Starks, technologie qui est reprise par maintenant la plupart des boîtes qui développent des Validity Rollups comme Matter Labs ou encore Polygon. Bon, qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce qu'ils incarnent? La pointe de la cryptographie, le courage de tenter une approche totalement différente et de ne pas faire une autre ZKEVM et accepter de composer avec toutes les implications que ça a. Est-ce que ça va se refléter dans le prix? On n'en sait rien. Mais c'est ça qui fait que pour moi, il est possible qu'il garde en fait ce prix de 1,8 $ au launch pour peut-être aller s'effondrer à 50 centimes, hein, on n'en sait rien, ce qui me semble peu probable. Mais c'est ça qui lui permet d'atteindre cette valorisation-là, alors que les métriques d'usage de Starknet n'ont rien de comparable à celles de Arbitrum ou même Manta. Mais à la fin de l'histoire, en toute franchise, avec tout le respect que j'ai pour Manta, si on me dit Manta is worth more than Starknet parce qu'il y a 900 millions de dollars qui sont coincés dans le one-way bridge à cause de New Paradigm, et donc vu qu'il y a plus de TVL, ça vaut plus que Starknet, ça devrait valoir plus que Starknet, je pense que moi je n'accepte pas ça en tant que spéculateur. Non. Parce que capter de la TVL, avoir de la rétention, il y a plein de stratagèmes pour le faire. Alors clairement, c'est un indicateur intéressant, mais est-ce que c'est si important que ça? Je ne sais pas. Mais après, faisons des rappels. Hein. Dans la crypto, l'appréciation de tous les projets est totalement irrationnelle. C'est un peu à l'image de l'art. Hein. Le projet a une valorisation qui est finalement une sorte de réflexion de l'attention dont il bénéficie. C'est comme de l'art. C'est la mind share du truc. S'il y a beaucoup de memes, il y a une culture, un folk qui est fort, et il y a une vision et une certaine intégrité, une bonne provenance, on va dire académique aussi du protocole, bah, c'est up only, souvent. Et ça va valoir des milliards, alors que si on essaye de valoriser la chose avec des modèles plus formels, qu'on trouve dans le Web 2 ou autre, j'en sais rien, moi, un truc qui vaut 100 fois moins, voire 1000 fois moins. C'est ça le cheat code, c'est ça qui est bien et c'est ça qui est dangereux en même temps. Donc, je pense qu'il va rester autour de cette valo-là. Reste à voir ce qui va se passer à l'unlock le 15 avril. C'est peut-être ça qui va lui empêcher d'aller plus loin peut-être pendant plusieurs mois. Il va peut-être aller revenir à 1 $ ou 1,2 $. Mais je pense quand même qu'il lance entre 10 et 20 milliards de FTV. Pour moi, le plancher, c'est Dimension. Dimension, c'est 8 milliards de FDV, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas. Mais il y a soi-disant 11 000 rollups déployés sur la chaîne sur la chaîne de Dimension. Mais je ne connais pas de protocole que je peux utiliser. Il y en a peut-être un ou deux qui existent, qui sont en production, qui ont de la liquidité. Il ne se passe pas grand-chose encore pour le moment, mais il est à 8 milliards pré-usage. Starknet, il y a quand même des trucs. Donc bon, ça ne peut pas aller en dessous de 8 ou 10 milliards. Après, qu'est-ce qui se passe entre 10 et 20 milliards de FDV? Je ne sais pas. Voilà. Je vais prendre un peu de messages et j'espère que ce sujet vous intéresse. Sinon, on peut passer à un autre point. Ce qui est impressionnant, c'est vrai, comme le dit l'Admirien, c'est que on a tout de même tout un scandale autour d'un airdrop, alors qu'à la fin de l'histoire, personne n'est entitled, personne n'est enfin, c'est juste une distribution d'argent gratuit et puis voilà quoi. On l'a pas, mais c'est frustrant de ne pas l'avoir, surtout si on a interagi avec la chaîne, mais est-ce qu'après, ça justifie tout ce déferlement de haine ou du harcèlement, des insultes à profusion sur les réseaux sociaux envers des personnes qui n'ont pas finalement tout le contrôle
sur l'exécution de cet airdrop, sur ses modalités? Non, pas du tout. Et ça met en exergue, ça montre qu'il y a des choses qui tournent pas rond dans cet écosystème. Et après, bon, c'est pas que dans la crypto, hein. Je pense qu'à partir du moment où tu as un airdrop similaire ailleurs, tu auras forcément toujours des réactions un peu excessives, ce genre de choses-là. Donc, bon. Ok. Bon, Solana qui est tombé en panne, mais ça, c'était il y a plus d'une semaine. Et je pense que c'est un non-événement aujourd'hui. On peut parler des Mad Lads très rapidement, dont on parle de temps en temps sur la chaîne. Et les Mad Lads ont atteint leur all-time high. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut en acheter autre. Moi, j'aime bien cette collection. Et le play de farming airdrop avec le staking de Mad Lads semble suivre son cours, parce que Wormhole a annoncé son drop. Wormhole a annoncé son drop pour les stakers de Mad Lads qui avaient fait la liaison de leur Mad Lads via Matrika sur le Discord de Mad Lads et, bien entendu, rejoint le Discord de Wormhole. Donc, ça faisait quand même un peu de contraintes à satisfaire, mais il y a des chances que l'airdrop valent presque la moitié du prix du Mad Lads et commence un peu à rendre un investissement éventuel dans ce truc-là viable. Ça, c'était une chose qui était intéressante à spotter. Je pense qu'il y a un bullish case sur cette collection de NFT avec le launch de Monad qui arrive, étant donné la proximité entre les fondateurs de Backpack et Monad et la potentielle valorisation de Monad. Mais bien entendu, il faut prendre ça avec des pincettes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On parle souvent de Farcaster aussi ces temps-là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'en servent, qui l'utilisent. De l'update d'Ethereum, Denkun, qui arrive aussi, qui va introduire plusieurs améliorations du protocole. Donc, c'est un hard fork d'Ethereum qui arrive dans un mois. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Eh bien, ça va introduire un nouveau format de transaction, pour faire très simple, pour tout ce qui concerne les interactions entre les rollups et le mainnet, créer un nouveau format de transaction pour poster cette data à un coût qui est moindre avec une expiration de cette dernière et donc libérer réduire les coûts d'opération des rollups et les rendre encore plus intéressants sur le plan économique. C'est une chouette nouvelle et c'est quelque chose de très attendu dans le monde des L2. Ça aussi, c'est quelque chose qui arrive là sur les prochaines semaines. De quoi est-ce qu'on peut parler d'autre? Il y a cette histoire de Mina. Alors non, ce n'est pas moi qui a dit à STX d'acheter du Mina. C'est pas du tout mon œuvre, même si je le côtoie. C'est un très bon ami, mais ça n'a rien à voir. C'est un autre collègue qu'on a en commun qui a fait cette recommandation. Et en réfléchissant à la position que j'ai prise sur ce protocole, je me dis aussi qu'il y a quelque chose à prendre avec beaucoup de prudence. C'est que Mina a l'intégralité quasiment de ses jetons qui sont en circulation, qui sont libres d'être vendus sur le marché. Et donc, ça le positionne déjà assez bien dans la catégorie des protocoles classés par Circulating Market Cap. Par contre, la FDV est la même. Et en termes de FDV, ça reste médiocre par rapport aux protocoles qui viennent tout récemment de se lancer. Bon, ok. Est-ce que ça peut compromettre la perception? Est-ce que les gens vont être moins excités à l'idée d'investir dessus ou autre? Peut-être que oui aussi. Donc, il y a une dimension de risque qui est très forte qui vient avec. Est-ce que ça rend le truc impertinent pour moi à ce stade-là? Non, je le garde toujours. Et de toute façon, il n'y a pas énormément de bêtes liquides à prendre pour le moment que je vois à titre personnel. Il y a peut-être Lido qui a joué, si Eigenlayer a un lancement du tonnerre sur une valeur délirante de 20 milliards ou 30 milliards parce que c'est la vision de la programmable trust, même si rien ne justifierait une telle valorisation. Je pense que Lido peut catch up parce que Lido, c'est une machine à fric et c'est relativement safe. Ça marche depuis un moment. Et la gouvernance de Lido, c'est 3 milliards aujourd'hui. Bon. Pourquoi est-ce que Lido l'agrée derrière un lancement très réussi d'Eigenlayer? C'est pas. Donc, c'est un truc intéressant à prendre en compte ici. Axelar, qui peut être un play pas mal, parce que si Wormhole lance sur plus de 10 milliards de FDV, comme on pourrait s'y attendre, en consultant les pré-markets,
bah, je vois pas pourquoi Axelar resterait à 1 milliard. Il peut avoir une nouvelle définition du prix de ce que doit valoir un bridge, en fait. Et Axelar peut rattraper son lag. Et si Layer 0 fait bien son lancement, ça peut aussi être quelque chose de délirant parce que Layer 0, leur dernière valo, en leur round avec Sequoia de 120 millions, c'était 3 milliards, si je ne me trompe pas. Donc, on est aussi sur quelque chose de l'ordre de plusieurs milliards, mais aussi sur des métriques d'usage qui sont supérieures à celles de Axelar. Mais Axelar peut éventuellement être intéressant. La seule chose que l'on déplore sur Axelar, c'est qu'il n'est pas accessible sur Binance, alors que Binance était impliqué dans son seed round. Et on le trouve que sur des plateformes comme Coinbase, dans une forme un peu exotique. C'est une forme wrappée sur Ethereum, c'est pas la forme native, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Donc bon, I don't know. Ça peut être quelque chose à regarder. Après, Farcaster, c'est la coqueluche là du crypto Twitter ces derniers temps, qui est un réseau social suffisamment décentralisé, comme le qualifie Dan Romero, si je ne me trompe pas. Donc, une alternative à Lens qui vous permet de partager votre contenu et vos créations, réaliser Voilà, c'est une sorte de réseau social avec des meilleures garanties que ce que l'on a aujourd'hui sur Twitter. Mais surtout, un peu moins de spam, de robots, de bots, même si j'ai fait un petit tour là-dessus, il y en a tout de même pas mal quand même. Donc, c'est une sorte de Twitter épuré pour que les crypto-natifs puissent jerk entre eux sur des sujets que les mortels ne pourront pas comprendre. Non, non, je fais des raccourcis et c'est plus pour être divertissant que je le fais ici. Mais pour l'instant, j'essaye de comprendre un peu cette nouvelle méta et de créer un canal pour notre Guardians dessus, des petites choses. Si vous voulez rejoindre Warpcast, c'est gratuit. Vous pouvez utiliser ce lien-là ou n'importe quel lien important et vous allez pouvoir utiliser cette plateforme. Après, il y a des discussions techniques qui sont intéressantes que l'on ne va pas retrouver sur Twitter. Il y a tout de même un engouement qui est fort de la part de personnes qui sont influentes ou qui proposent de bonnes idées dans l'écosystème, qui utilisent essentiellement Farcaster aujourd'hui. Donc c'est pas mal. Et j'ai pas trop regardé ce que Frames permettait de faire, mais apparemment, euh, ça permet un peu d'encapsuler des expériences de tout, plein de différentes natures, avec un niveau de profondeur et de programmabilité qui est fort dans l'application. Et donc ça peut être poussé à un niveau qui est assez avancé et permettre à Farcaster surtout de se démarquer sur le plan de l'expérience par rapport à Twitter. Ça aussi, je dois investiguer, mais je me devais de vous en parler parce que c'est un terme qui devient très récurrent dans l'écosystème et donc voilà, à méditer, à consulter, à checker. Un autre exchange que à titre personnel, je prévois d'utiliser dès qu'ils se mettent à supporter plus de fiat gateway et pardon, de, de protocole, parce que là, c'est que des jetons Solana natifs, il n'y a pas d'Ethereum, Bitcoin, etc. C'est Backpack. Alors, c'est la dernière chance que je donne aux exchanges émergents. Mais pourquoi je le fais? Parce que je connais l'équipe directement. Le problème, c'est que c'était aussi le cas avec FTX. Là, je connais les deux fondateurs. Je les côtoie dans la vraie vie. Je vois leurs locaux, etc. Ça ne veut rien dire. Hein. Peut-être qu'il y a des casseroles ou autres, mais l'exchange est tout neuf. Donc, irrégulé aux Émirats, for what it's worth. Et il commence avec un balance sheet qui est clean. C'est quelque chose que je vais apprécier si je mets l'échange en perspective par rapport à d'autres acteurs qui ont traversé la crise de Terra Money et la débandade de FTX. À ce que une thèse qui avait été souvent proposée sur la chaîne sur les 12 derniers mois, c'est qu'il y a pas mal de cadavres cachés dans le placard et qu'il y a pas mal de plateformes, notamment en Asie, qui sont peut-être pas totalement solvables et qui ont continué de fonctionner sans avoir l'intégralité des dépôts de leurs utilisateurs. Là, sur Backpack, je pense qu'on part sur quelque chose de plutôt clean et ils ont un système de proof of reserve qui permet aux utilisateurs de s'assurer que l'exchange a bien le solde qu'il est supposé avoir, mais je pense qu'il y a aussi des limites à ce système-là. Mais il est implémenté à the ground level et bon, il y a une liquidité qui est raisonnable. Pour l'instant, c'est très basique. L'UX c'est relativement simple. Il va avoir des fiat gateway. Il n'est pas encore régulé en France, mais bon, je pense que c'est quelque chose que je préférerais utiliser par rapport à d'autres plateformes type Coinbase ou Kraken, s'ils arrivent à étendre leur offre, leurs produits, etc. Alors après, est-ce qu'il y a quelque chose à aller capter dessus, un airdrop? Non, mais c'est une solution à peut-être considérer.
à mesure que celle-ci se développe. Moi, en tout cas, j'ai confiance en la chose, mais avec des pincettes. Avec des pincettes. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez. Mais ce que je recommande de toute façon, c'est d'utiliser les exchanges que lorsque l'on a besoin de placer un trade et de garder son solde sur un wallet, un hot, un cold wallet, et de ne pas garder beaucoup de dépôts sur ces systèmes-là et de toujours rester très très prudent avec tout ça, peu importe la provenance ou la légitimité des personnes qui le développent. Mais moi, en tout cas, je pense que c'est intéressant et s'ils offrent des fiat on-ramp off-ramp, notamment en France, dès qu'ils arrivent à obtenir leur PSAN, ça peut être pas mal. Donc bon, à considérer. Si des gens parmi vous vont dans le Colorado, on change un peu de sujet, mais par le plus grand des hasards, si des gens vont à Denver la semaine prochaine, eh ben, n'hésitez pas à passer par notre hacking zone de Node Guardians. Il y aura Eli Bensasson de Starkware, Ryan Redford de Risk Zero, des personnes de L2Bit, de Matter Labs, de Scroll, fondateur d'Aztec aussi, de Hyperlane. Il y aura Sriram, fondateur d'Egenlayer, des gens chouettes et des discussions intéressantes. Et vous pouvez, dans un cadre intime, échanger avec eux si vous voulez éventuellement peut-être travailler sur leur stack, rejoindre leurs équipes. Ça vous offre une sorte d'environnement sympathique pour engager une conversation avec ces personnes-là, sans interférence. Et puis voilà, donc si vous êtes développeur ou juste très curieux, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter en DM ou à commenter sous le post pour que je puisse faire le nécessaire. Et il y a d'autres guests qui n'ont pas été encore annoncés. Ça peut être cool pour vous si vous voulez démarrer une carrière dans cet écosystème. Voilà. J'y serai dès mercredi ou jeudi. Et ce sera en place pendant une dizaine de jours. Donc, au plaisir de vous y retrouver s'il y a des personnes qui font tout le déplacement. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cheaterie que j'apprécie en ce moment? Il y a les Quantum Cats. Ça me fait bien délirer. J'aime beaucoup. Mince. J'ai fermé la fenêtre. J'ai fermé la fenêtre de stream. Autant pour moi. Alors voilà. Ok. Et donc, je parlais des Quantum Cats. C'est absolument stupide. C'est en référence à un opcode qui a été enlevé dans Bitcoin qui s'appelle OP4. C'est quelque chose de mis en avant. C'est des NFT sur Bitcoin, donc des ordinals, qui est mis en avant par des personnes de chez Taproot Wizards. Est-ce qu'il y aura des airdrops qui utiliseront le Quantum Cat comme motif d'éligibilité? Difficile à dire, mais il y a une finesse, il y a une histoire derrière, un peu, pas CryptoPunk-like, mais une certaine pureté derrière la genèse de ce projet, un manque de sérieux qui me donne l'impression que ça peut éventuellement aller loin à un moment, tôt ou tard. Je vais peut-être aussi me vautrer lamentablement là-dessus, mais je trouve cette collection plus pure que pas mal d'autres PFP qu'on a dans les cryptos. Donc, on va voir si ce pari s'avérera être réussi en revisitant ça dans une année. Un autre bridge que j'aime bien, qui gagne beaucoup de terrain sur Solana, partout d'ailleurs, tout court, c'est des bridges. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé. Bon, airdrop à base de points ou autre, mais en dehors de cette histoire d'airdrop, c'est une solution à ajouter à votre carnet d'adresses pour faire des swaps de Solana vers Arbitrum et consorts. Et ce que j'aime bien avec le design de Debridge, c'est qu'il n'y a pas de honeypot, il n'y a pas de pool de liquidité dans laquelle on immobilise son capital pour permettre aux gens de faire des swaps. Il n'y a pas de ça. En gros, vous avez votre portefeuille, vous avez 10 000 € sur Arbitrum et vous envoyez un ordre, vous loquez vos fonds temporairement et un autre market maker va vous servir votre liquidité sur une autre chaîne, mais il n'y a pas d'immobilisation de la liquidité pendant des jours, des semaines, ce qui rend le contrat très très vulnérable, très intéressant en fait pour dans la perspective de réaliser un hack en fait. Et ils ont introduit ce système, cette architecture, la DLN, il y a un an et demi, et ça fait plaisir de les voir gagner un peu de terrain. Donc bon, à considérer également. J'ai pas suffisamment creusé Synapse, mais on pourra le faire plus tard. Si j'ai bien compris, le airdrop de Starknet est tombé et beaucoup ne l'ont pas eu malgré votre implication. Implication dans quelle mesure? Parce que je pense que, par contre, si vous êtes allé à Starknet CC, vous avez
fait des artworks, ou vous avez rejoint une team et que vous avez contribué à du code open source via OnlyDust, etc., ou que vous avez organisé des meet-up, j'en sais rien, moi, à Bagnères de Bigorre ou à Lausanne autour de Starknet, normalement, en passant par le CMP, il est peu probable qu'on vous ait loupé parce qu'ils sont quand même filtrés méticuleusement chaque contribution, on va dire tangible, communautaire ou de développeur. Je pense qu'ils ont quand même fait un boulot correct là-dessus. Après, si vous avez bridgé, vous avez fait des swaps pour farmer l'airdrop sur Avenue et que vous n'avez pas laissé le solde, etc., là, c'est plus complexe, c'est sûr. Mm. Moi, je porte le t-shirt Starknet et je n'ai rien eu. Ah, mince. Tu penses quoi de l'agrégateur de liquidité de Polygon? Ah, la fameuse agrégation, c'est devenu un mème. J'ai pas regardé ça dans le détail, donc je veux pas dire de bêtises. Je pense vraiment être à la ramasse surtout, hein, ça me dépasse les cryptos, tout ça. Je vais faire autre chose hein, bientôt. Ton avis sur Polymer Labs? Alors j'adore l'équipe, je les ai déjà reçus sur la chaîne de Node Guardians et on a déjà collaboré sur certaines choses, mais j'ai pas d'avis sur la solution, vu que de toute façon elle n'est pas vraiment en production pour le commun des mortels. Mais la vision est intéressante, ils sont passés de chaîne Cosmos à Rollup, il y a une bonne levée de fonds qui a été closed, donc bon, c'est good vibes, hein, j'en sais rien. Tu en penses quoi de Jupiter, leur prochain launchpad et le token Jupiter? Pas grand-chose. Moi, j'ai vendu une bonne partie de mon airdrop, pour tout vous dire. Mais pour le prochain launchpad, le jeton de Debridge est un candidat fort pour être un des premiers jetons lancés en fait par Jupiter. Donc, ça va peut-être bien se passer, j'en sais rien. Je tenais d'ailleurs à préciser que je suis investisseur dans Debridge, transparence oblige. Et pareil, je suis investisseur dans Backpack et la boîte derrière les Mad Lads, etc. Et je suis investisseur parce que je kiffe. Je ne suis pas en train d'en parler parce qu'ils m'ont donné un ticket. Non, j'ai investi parce que j'aimais bien et j'en parlais avant d'avoir investi de toute façon, mais je tenais quand même à le préciser. Euh, c'est pas parce qu'on m'a payé ou on m'a donné une allocation à un prix ridicule ou autre, rien à voir avec ça, que je le fais. J'adore ce qu'ils font, 100%. Pareil pour Mina. J'en ai acheté sur le marché secondaire, mais j'avais déjà une allocation dans leur round de financement il y a 3 ans. Idem pour Axelar. Sur leur private round, je tenais à le préciser aussi. J'ai pas vendu un. La majorité des jetons sont stakés, mais il faut le dire. J'oublie parfois de faire ces rappels-là et je me dois de les faire. Donc, voilà. Que penses-tu de Picasso Network? J'ai le NFT de Mantis, j'ai le pack de Pika. Ce qui m'a un peu perturbé, c'est très ambitieux, hein, le shared mempool, multi-chain, etc., le risk-taking, mais ça commence un peu à partir en buzzword, intent, cross-chain, aggregation, blablabla. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ils ont pourtant fait une grosse levée de fonds avec de bons VC. La seule chose qui me dérange un peu, c'est les quelques casseroles autour du crowd loan sur Polkadot, la petite amende de la SEC du fondateur, même si je pense que c'est moins grave que ce que l'on pense. En fait, même si les gars derrière sont sûrement au top et très honnêtes, ça crée. C'est trop mauvais augure, ça crée trop de problèmes et au bout d'un moment, on n'a plus envie de toucher à la chose par principe ou autre et paf, voilà quoi. Moi, j'ai quitté ma position. J'ai juste gardé le NFT pour la culture de Mantis, et puis c'est tout. Ça, Mixemer a été chassé des Centralized Exchange. Est-ce que Minas serait dans le viseur également? Non, je pense pas. Monero, c'est bootstrappé c'est beaucoup plus décentralisé et punk que Mina. Mina, il y a une fondation, il y a des procédés de compliance. Même si la chaîne offre de l'anonymat dans une certaine mesure, je pense qu'ils trouveront toujours une sorte d'ajustement pour faire en sorte que ça passe auprès des meilleures plateformes comme Coinbase ou Binance, euh, ou partir sur un modèle hybride à la Secret Network où les transactions sur le base layer ne sont pas anonymisées, mais si on utilise un rollup qui settle on top of Mina, là on a de la privacy. Il y a pas mal d'ajustements qui peuvent être faits techniquement pour permettre à Mina de continuer d'exister sur un central exchange et eux,
vont vraiment avoir une action qui est forte pour se mettre d'accord avec les régulateurs, vu que c'est un protocole VC-backé avec une fondation classique. Monero, c'est vraiment punk, et je pense pas qu'il y ait vraiment moyen de négocier ou d'amender le protocole pour satisfaire des besoins de conformité moderne d'échange centralisé. C'est ça la différence, à mon sens. Alors, WorldCoin, quel target selon Savalo? WorldCoin, ça me donne beaucoup d'espoir. Hein. Ça doit être du 40 milliards de FDV. Oh, ça pump. Waouh. 6,20 $. Oh mon Dieu. Et la valorisation reste toujours inférieure à Mina hein, en liquid market cap. Par contre, après dilution, c'est 60 milliards. Hein. Comme quoi, peut-être que les gens s'en foutent toujours de l'évaluation après dilution. Donc, j'espère que les roll-ups suivront ce chemin aussi, mais ouais, non, ouais, je sais pas. Justement, t'as jamais parlé de Kava, tu t'es jamais vraiment penché dessus ou tu as des réticences? Kraken a soutenu très vite. Je peux pas soutenir 500 blockchains, moi, Kava, je sais rien, moi, il propose quoi? Un money market, c'est une chaîne Cosmos, Tendermint avec de l'USDT natif et des primitives DeFi construites par-dessus. Le truc, c'est que c'est un service que je peux déjà trouver sur 5000 autres chaînes, que j'utilise déjà sur un F2 ou sur Mainnet, sur Solana. Donc bon, je sais pas, qu'est-ce que j'en pense? C'est bien, ça existe depuis un moment, ça marche. Et est-ce que la réponse attendue, c'est est-ce qu'il faut acheter? C'est absolument rien. Mais si vous êtes content de votre bac de Kava, eh ben, gardez-le. Et puis, stakez-le surtout, parce que vous pourrez le staker, vu que c'est un jeton, c'est une chaîne Tendermint, donc il y a du staking à coup sûr. Pourquoi pas? Alors, je vois beaucoup de personnes du CTUS parler de Monad. Ah oui, à fond sur Monad. Qu'est-ce que c'est? Monad, c'est une sorte d'Ethereum, mais en mieux. Enfin, en mieux, non, pas en plus crédible, mais de plus performant. Parce qu'ils ont reconstruit le VM de façon à ce qu'elle soit parallélisable, ce qui permet d'exécuter plusieurs transactions parallèlement, au lieu de les traiter séquentiellement, ce qui est beaucoup plus lent. Et ils ont un nouveau modèle de stockage de MonadDB qui permet justement d'avoir cette parallélisation et ces meilleures performances et d'adresser des problèmes de state growth que l'on retrouve sur Ethereum aujourd'hui avec ces fameux arbres de Merkle. Mais Monad, très très bonne folk culture, très très bonne vibes, des PP violets de partout. C'est simple, c'est EVM en plus rapide, Alt L1, et ils arrivent un peu à capter le meilleur des deux mondes. S'appeler aux Solana Fanboys parce que c'est une chaîne low latency, high performance, avec en plus l'EVM compatibilité, ce qui va plaire aux builders sur les roll-ups, qui va donner un peu de zeste d'alignement au projet, même si il est moins aligné enfin, bref, c'est de la merde cette histoire d'alignement. Mais oui, c'est un estière de ce cycle. Si vous pouvez travailler sur Monad ou avoir accès à du Monad, try. Direction TIA à 100 B de FDV, oh, je le souhaite. Oh, oui, ça serait pas mal. Oui. Quoi des deux sur Bitcoin? Pas grand-chose. C'est une nouvelle narrative. Si vous pouvez faire du seed funding de Bitcoin L2 avec une team à peu près crédible, ça pumpera peut-être. J'attends de voir plus de use case et plus de... Mais ça commence à arriver un peu sur Stacks avec les trucs type Velar ou autre, mais je m'y intéresse pas trop. Monad, Ethereum Killer en somme. Ah mais Ethereum Killer, c'est saut 2020. 2021, c'est Avalanche l'Ethereum Killer de l'époque. Il n'y a pas encore de jeton Monad, Théo. Pas encore. Salut Sam Tudobem, tu penses quoi de Sei? C'est que du marketing? Sei, et on avait déjà discuté avec Jay sur la chaîne il y a 1 an et demi. Donc, je pense qu'ils sont très compétents techniquement et ils vont proposer aussi une EVM parallèle. Et aujourd'hui, le simple fait de dire que tu vas faire une EVM parallèle te donne 10 milliards de FDV si en plus tu as des backers dignes de ce nom comme Multicoin. Donc, c'est juste une histoire de vibes. Hein. C'est ça qui price le truc. Donc, bon. C'est que du marketing. J'ai pas envie de dire oui parce qu'il y a des efforts d'ingénierie et d'autres trucs, mais si on s'intéresse à l'usage de la chaîne, je crois qu'il y a 5 millions de TVL dessus, il n'y a pas grand monde qui build, c'est quand même la dèche,
mais c'est 10 milliards de FDV, c'est que du bon, c'est en ATH. Donc, si vous me dites, est-ce que je dois investir en me basant sur les valeurs d'usage du système, j'ai envie de dire non, ça me fait très peur, mais heureusement, on est en crypto, donc tous les coups sont permis. Et ils ont beaucoup de mindshare. Tout le monde parle de Say. Les vibes sont bonnes, la narrative est bonne, enfin, c'est parallèle, tout le monde veut de la parallèle execution. Donc, allez, up only. Après, est-ce qu'il faut en acheter $1? Moi, ça me séduit peu. Mais bon, peut-être qu'il ira à 100 milliards. Allez, c'est parti. Et puis voilà, c'est comme Bitensor ou Tao. Hein. Je ne sais toujours pas compris ce que c'est censé faire. Mais up only, Bitensor, c'est le nouveau Link, ça y est. Et avec crypto, c'est les gens qui voulaient s'exposer à ces deux narratives-là, ils achetaient du Bitensor et ça a très bien fait le taf. Ah, Bitensor. J'en achèterai pas, même si ça peut continuer de monter. C'est trop mid-curve, c'est peut-être pour ça que je ne ferai pas d'argent sur les trucs d'AI et crypto, mais bon, it's okay là. Tu me fais une démo de Backpack avant qu'on télécharge l'appli. Alors moi, je parlais de l'exchange centralisé, mais Backpack, c'est un portefeuille que j'utilise pour interagir avec Solana à la place de Phantom. C'est un portefeuille Solana et Ethereum qui fait les deux, qui permet d'utiliser ce qu'on appelle des XNFT. Donc, c'est des petits trucs Java, c'est des applications dans le wallet qui vous permettent d'interagir avec le protocole sans le lancer dans une page distincte. Donc, depuis le wallet lui-même, vous pouvez ouvrir votre vault de DeFi, quitter une position, placer des ordres sur Zeta Markets, faire des choses directement depuis le wallet, ce qui réduit un peu la friction et améliore l'UX théoriquement. Mais c'est surtout un wallet qui répond très bien, qui offre d'autres fonctionnalités plus sociales pour envoyer de l'argent à ses amis, avoir des chats, etc. Et qui est relativement stable. Les performances sont bonnes, donc je le trouve bien et il va composer avec l'exchange centralisé Backpack. Et ce que j'attends de voir, c'est quelque chose qui permette de déposer instantanément dans Backpack pour placer un ordre et qui renvoie ce que vous avez acheté directement dans votre wallet. Ce qui fait que la custodie des fonds ne se fait plus dans l'exchange centralisé, mais dans votre wallet Backpack, ce qui vous permet de maîtriser votre risque en fait en utilisant l'exchange. Et ça, je pense qu'ils vont l'implémenter. Et là, ça devient vraiment plus intéressant que la plupart des exchanges que vous avez sur le marché, vu que la plupart de ces derniers nécessitent un dépôt avec des problèmes de finalité, de sécurité qui viennent avec. Voilà. Que penses-tu de Star Kurabu avec Benjamin Flores de Starknet? A dit, je l'ai mis dans ma checklist, mais je n'ai pas encore regardé, donc je ne sais pas comment penser. Pourquoi les gens ne communiquent plus sur le Stax? Sortira-t-il un jour? J'attends le mien aussi. J'avais oublié d'ailleurs. Merci pour le rappel. Sam, tu les steaks où tes minas? Là, pour le coup, moins 10 points pour Gryffondor, je les stake sur Aura Wallet directement, qui est l'un des plus gros validateurs du protocole. Parce que en ayant fait tourner un nœud sur Mina, le souvenir que j'avais, c'était que la découverte des blocs, elle est probabiliste. Et donc, même si vous avez un round où vous avez une chance de produire le bloc suivant, vous pouvez pas être vous n'allez pas nécessairement avoir le bloc canonique, le bloc qui suit, parce que quelqu'un peut vous race et trouver le bloc avant vous. Et la probabilité avec une petite stake que vous trouvez systématiquement des blocs et des rewards est faible. Et surtout, les petits opérateurs n'ont pas toujours de script qui permet la distribution des récompenses de façon automatisée. Parce que dans Mina Protocol, c'est l'opérateur qui récupère toutes les récompenses et qui a la responsabilité de les redistribuer aux délégations. Je ne sais pas si ça a été corrigé, ça aujourd'hui, mais c'est toujours le cas. Donc, je préfère juste pied un des plus gros qui a déjà tous ces automatismes qui sont implémentés, qui a un bon track record et beaucoup de probabilité de trouver le prochain bloc. Donc, je prends le plus gros fiche. Je ne me prends pas la tête. Bitensor égale AVAX de l'IA, plusieurs subnets. Bien entendu, Mike, mais pour moi, ça ne veut rien dire, ça. Je ne sais pas ce que c'est censé signifier. Après, si un truc qui vous emballe dans le projet, il faut y aller. Moi, j'avais eu du mal à comprendre. D'un point de vue investisseur, pourquoi mettre mon argent dessus? Je sais pas. C'est sûrement mon erreur. Tu penses quoi des dernières SEO CoinList? Connu, je regarde plus trop. Nibiru, je connais un peu la team et on avait fait tourner un validateur sur leur Incentivized Testnet. Mais je pense qu'en fait, c'est pas assez innovant. Il n'y a pas assez de demande pour ça parce qu'il y a déjà 10 000 solutions
qui ont à peu près la même mission. Nibiru, c'est une chaîne Cosmos optimisée pour la DeFi avec un oracle construit à de protocol level, des hautes performances, un money market ou un système d'options construit à de protocol level pour offrir de plus hautes performances et des coûts réduits. Mais j'ai l'impression que c'est du fait et refait. Je ne sais pas si c'est ce qui, si le marché a vraiment, si les gens ont vraiment besoin de ça aujourd'hui. Mais je me trompe peut-être. Donc Nibiru, je sais pas, ZK-Link, pareil. Bon, Nibiru, ouais. Ouais. Non. Squid, je connais pas. Meson non plus. Tu penses quoi de l'écosystème de SUI et de la TVL? Bah, franchement, la TVL augmente. Après, un peu artifice pas. C'est un bon signe, hein, et bravo à eux. Et il y a de la super tech sur SUI. Après, qu'est-ce qu'il faut en penser? Je sais pas. Je trouve que 20 milliards, c'est déjà une bonne valorisation pour la chose. Moi, j'ai un validateur, je ne vends plus les rewards sur SUI. Mais, euh, mais après, est-ce que j'y vois le meilleur upside aujourd'hui? Don't know, même. Je sais pas. Je pense pas Imcon sur Starknet. Beaucoup de gens auraient quitté via les solutions du Stark. Je sais pas. C'est vrai que Starknet n'a pas encore eu son même coin de référence. Après, est-ce qu'il faut jouer là-dessus? Ensuite, s'il ne lit pas, je rigole. On va en voir, j'ai peut-être loupé. Tu penses quoi de l'écosystème de SUI et de la TVL qui est en forte hausse, comme le prix du SUI d'ailleurs? Ah ben ouais, non, je l'ai lu le commentaire cette fois-ci. Mais je sais pas, je le vois pas aller faire son. Je sais pas. Si SUI fait x2 et passe à 40 milliards de TVL, et c'est quelque chose que je vois arriver dans un contexte où, à la limite, même Ethereum fait x2 et je serais plus serein à l'idée de garder du de l'Ether que du SUI token. Du moins, c'est comme ça que je le vois. Ça te ferait chier de te raser à fond de stream. Bro, c'est pas possible. Mais j'ai des airdrops farmers sur mon chat. Les mecs n'en loupent pas une, putain. Faut pas le regarder, le stream. Si c'est quelque chose qui te pique les yeux, tu n'es pas obligé de regarder ce contenu. Mais est-ce que ça me ferait chier de me raser avant le stream? Absolument. Et d'ailleurs, ça me, ça me, ça me ferait bien chier. Franchement, oui. J'ai mon message en avant avec 2 fois 500 francs. Mon avis sur les cuisines de l'esthétique avec les incentives du airdrop de Stride. Pas vraiment. Merci pour ton temps et tes analyses. Merci Roro pour ton message. Ils ont communiqué dernièrement des problèmes avec l'écran du stack. S'il part d'une raison courant 2024 n'est pas mieux comme délai. Tu stake ou t'as vendu tes dimensions? J'ai vendu la majorité de mes dimensions parce que j'étais déjà en disbelief de la valorisation du truc. Mais j'en ai stacké une partie pour la culture, pour quand même rester un peu sur le radeau. Mais non. Hello Samy, quel avenir pour les Evereye? Très bonne question. Je sais qu'ils travaillent sur sur de nouveaux produits. Est-ce que ça bénéficiera aux Evereye? Je suppose que oui. Moi, en tout cas, j'en ai quelques-uns et je n'ai pas trop suivi les dernières avancées aujourd'hui. Donc, à voir, à voir. Mais j'ai toujours mes Evereye. Sur la même logique d'upside potentiel de Mina, ne penses-tu pas que Aleph 0 pourrait avoir un multiple encore plus important où la tech te plaît moins que celle de Mina? Ah, moi, la tech sur Mina, c'est pas non plus le point que je vais regarder le plus, mais il y a du temps de bloc qui est trop important. Alors, même s'ils font des Layer 2 avec des finalités plus courtes, ça peut être résolu, etc. Mais moi, je regarde juste les vibes et la narrative et la liquidité et l'accessibilité du projet sur des places de marché auxquelles le retail a accès. Aleph 0 n'a pas cette même disponibilité que Mina pour le moment, si je ne me trompe pas. Même si on l'a sur pas mal de plateformes, la liquidité n'est pas la même. Et, euh, et, et j'ai pas fait de toute façon ma due diligence sur la technologie, mais le volume aussi me rassure moyennement, même si beaucoup de gens en parlent, j'ai l'impression ces derniers temps. Ça, c'est pour moi du même
comparé objectivement en termes d'expérience utilisateur, de performance ou autre, il ne reflète pas souvent de toute façon ces qualités-là, même si sur le long terme, c'est censé avoir son impact. Je, je, je trouve tout de même Mina plus convaincant, même si son upside est plus limité. Après, il y a des défauts sur Mina, comme par exemple euh, le fait que, enfin, c'est pas vraiment un défaut en vrai. Tous les projets, les gens prêts à dumper à un moment ou à un autre dès que l'investing se finit, mais c'est Triarose et Alameda qui ont l'idée de financement de 92 millions de dollars. Donc, ça peut un peu faire planer une épée de Damoclès sur le projet. Mais en fait, non, c'est rien de nouveau, quoi. Après, est-ce que les gens sont fans de Snarky.js? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent? Autour de moi, très peu. Est-ce que ça va vraiment devenir un roll-up après State Bridge de Lambda Class? C'était Nation qui devait le faire en plus avant, mais est-ce que ça va en devenir un roll-up? Je n'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est probable, ça va donner un peu cette sauce alignement au projet. Est-ce que les gens vont l'utiliser? Peut-être pas, mais voilà. Et puis après, il faut changer les performances enfin, il faut changer d'algorithme de consensus pour avoir des blocs peut-être plus courts aussi à de protocol level sur le L1, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est difficile à implémenter. Et il y a aussi pas mal de gens qui ont quitté le navire. Mais ça arrive à toutes les boîtes, mais j'ai l'impression que sur Mina, pas mal de gens sont partis. Pourquoi? Je ne sais pas. Même Evan Shapiro n'est plus président. Donc, ouais. Savais-tu que la chaîne DIM avait été forte avant même que le mainnet se lance? C'est Cam de Correspond qui m'a expliqué cela. La chaîne fork avant son lancement, Stéphane. Non, je pense qu'ils n'arrivaient pas à démarrer la chaîne parce qu'ils n'avaient pas le quorum pour le faire. Sur Tendermint, ça marche comme ça. Mais sinon, non, je ne sais pas. Cette histoire, je ne la connais pas. Merci pour l'info, je ne le savais pas. Et moi, où ça lag grave? Ah mince. Connexion d'acheteur de Cardano, ça. Tu utilises Helium pour ta connexion Internet? Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. C'est quoi cette question de jeu? À quand un live avec Benoît? Ok. As-tu parlé de Eigenlayer de son écosystème? Qu'est-ce qui se passe là? Le ça te fait chier, ça vient de quelle série? C'est quoi ça? J'ai dit une connerie il y a 5 minutes et c'est en train C'est moi qui dis ça? Ah mince! Yes! Ah, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Ah, ok, bon, maintenant c'est un nouveau format pour poser des questions. C'est admis. C'est admis. Si je vois des ça te fait chier, je processe direct, en priorité. Ouais, ouais, non, pardon, autant pour moi. Ok. Bon, allez, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver pour cette émission. Je vous dis à très bientôt. Peut-être dimanche prochain, ou je risque pas d'être là dimanche prochain, vu que East Denver. Donc ça risque d'être complexe. Et même dans 2 semaines, ça risque aussi d'être complexe. Et je vais essayer de trouver un moyen de faire le live. Mais avec le décalage qui est d'une dizaine d'heures, ça risque de donner des créneaux assez étranges. Mais je vais essayer de vous proposer ça. Si c'est pas le cas, allez sur la chaîne de Node Guardians. Il y aura des podcasts vraiment, euh, on va dire, il y aura du contenu sur la chaîne qui va être lié. Et vraiment inédit. Donc sur des sujets d'actualité qui seront publiés. Et j'ai hâte de pouvoir vous proposer ça. Et puis après, allez sur Node Guardian si vous avez des compétences en programmation pour apprendre des choses et éventuellement trouver du travail dans ce space. C'est à ça que ça sert en fait. Et il n'y a aucune friction. Il n'y a pas besoin de recevoir d'emails ou payer quoi que ce soit ou partager un tweet ou je ne sais quel prix pour profiter de cette plateforme-là. On met beaucoup de passion, de cœur à la construire et j'espère vraiment que voilà, vous y consacrerez un peu de temps ou si vous avez des amis développeurs autour de vous, n'hésitez pas à leur recommander. Les feedbacks sont toujours les bienvenus et la V1 arrive dans 2 semaines. Donc bon, euh, pas mal de choses en perspective et j'aimerais qu'un maximum de gens en profitent. Parce que ce qu'on essaye de résoudre avec cette plateforme-là, c'est, selon nous, le problème le plus important dans cet écosystème. C'est comment est-ce qu'on onboard des développeurs
Comment on fait en sorte que les gens n'aient plus d'excuses pour ne pas se lancer dans du Solidity ou construire leur propre chose avec les meilleures pratiques de développement? Comment est-ce qu'on rend l'expérience la plus fun au possible, permet à ces différents écosystèmes qui travaillent avec nous de se composer une manne de développeurs et surtout aux gens de trouver des opportunités qui ont du sens pour eux et qui leur permettent de vivre dans cet écosystème. Donc, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. On passe beaucoup de temps et j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus, ou même si vous pouvez même utiliser les articles si vous n'êtes pas développeur et me faire un feedback, je suis aussi preneur. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Faites très attention. Et puis, voilà. J'ai l'impression d'avoir oublié un sujet, mais non, non. Écoutez, rendez-vous mardi pour un live pour discuter du lancement du Stark. Voilà, très bientôt, mardi 8h. Salut, salut.